Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce troisième colloque francophone. Je suis Christophe Eck, responsable de la réassurance de personnes chez Swiss Re, et ce soir, je serai le modérateur. Tout d'abord, nos pensées vont au Maroc suite à ce terrible tremblement de terre. Durant cette semaine, ces 5 prochains jours, nous serons plus de 800 personnes inscrites aux soirées, et c'est vraiment magnifique de pouvoir faire vivre cette belle communauté francophone. La langue française est la sixième langue la plus parlée, avec 280 millions de locuteurs. Ce soir, nous allons débuter avec une allocution de Micheline Dion, la présidente de l'Institut international des actuaires, suivie du sujet la mutualisation et l'inclusion à l'épreuve de la segmentation, avec Jérôme Crugnola-Humbert, Arthur Charpentier, Floriane Pian, Xavier Maréchal et Karl Lucier. Vous pouvez vous poser vos questions en ligne dans le chat que nous traiterons durant la table ronde. Donc, on vous souhaite une très bonne soirée et Micheline, le microphone est à vous. Bonjour à tous et à toutes. C'est un honneur pour moi que d'ouvrir ce troisième colloque international de l'actuariat francophone. Et c'est un plaisir renouvelé. Je suis donc Micheline Dion, présidente de l'Association actuariale internationale en 2023. Permettez-moi de vous rappeler qu'il y a 10 jours, l'AAI célébrait sa 4e journée actuariale internationale par un webinaire. Est-ce une coïncidence qu'en 2020-2021, en pleine pandémie, nous ayons eu le besoin de nous rapprocher, d'une part entre francophones et d'autre part à l'échelle planétaire? La pandémie nous a permis de comprendre l'importance de tisser des liens entre nous et de les célébrer. Oui, il est probable que nous allons devoir être plus imaginatifs pour garder nos liens vivants, tout en limitant nos déplacements pour le bien-être futur de notre planète, mais aussi pour donner la chance à tous de participer, même les plus éloignés ou les plus occupés. L'accès à une langue commune est très certainement un facteur de rapprochement. Elle facilite les échanges et la collaboration. Mais il n'y a pas que la langue qui nous rapproche. Nous avons aussi cet intérêt commun de contribuer à un monde meilleur par nos analyses pertinentes sur l'évaluation des risques et de leurs conséquences et sur les meilleures pratiques pour prévenir ou pour au moins pallier ces risques. Au cours du webinaire de l'AAI la semaine dernière, nous avons souhaité à chacun d'entre vous de s'ouvrir au monde de possibilités qui s'offre à nous tous. Tout particulièrement, une actuaire nous a rappelé que dans plusieurs parties du monde, les actuaires sont aussi présents dans le domaine bancaire qu'en assurance et que les besoins d'analyse du risque sont très similaires dans les deux domaines. Traditionnellement, nous avons œuvré dans le domaine des assurances et des pensions, mais il est possible d'ouvrir d'autres portes en prenant bien soin de comprendre les attentes de ce secteur. Dans le cas des banques, l'Afrique est un très bel exemple de succès. Nous avons aussi parlé de nombreuses possibilités et de nombreux défis qu'apportent les nouveaux développements de l'intelligence artificielle, soit un accès à beaucoup d'informations, mais avec son lot de défis, dont ceux de transparence et d'équité. Et finalement, nous nous sommes penchés sur l'apport des données sociales dans l'arsenal des données que nous utilisons déjà. Les données sociales nous permettent de quantifier les bénéfices d'une meilleure alimentation, d'une augmentation de l'activité physique ou d'une conduite automobile plus prudente et d'en faire bénéficier les assurés qui acceptent de partager leurs données personnelles. Vous pouvez regarder la vidéo de l'événement via le site web de l'AAI ou à partir de notre compte YouTube. Tout au long de cette semaine, vous entendrez des participants vous parler de leurs défis ou des solutions qu'ils vous proposeront. Profitez bien de cette bouffée d'air frais dans vos activités quotidiennes pour faire le plein de nouvelles idées, de nouvelles approches. Je vous souhaite une semaine de ressourcement, de partage d'idées et du plaisir d'être ensemble en français. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un très, très bon colloque.
Merci beaucoup, Micheline, pour ce message introductif et bonjour à tous. Je m'appelle Jérôme Crugnola. Je vais ouvrir aujourd'hui les hostilités ou les festivités, comme on veut, avec ce premier thème aujourd'hui, mutualisation et segmentation et inclusion. Je vais vous partager ma présentation. Voilà. Donc, je m'appelle Jérôme Crugnola-Imbert. Je suis directeur au service durabilité du cabinet de conseil et d'audit de Deloitte à Zurich, en Suisse. Je suis membre des associations actuarielles suisses et françaises. Et ce que je vais faire, tenter de faire lors de ces premières 10 minutes, c'est donner une perspective non pas technique ou juridique sur la segmentation et l'inclusion, mais une perspective durabilité, ESG. C'est-à-dire qu'est-ce que veut dire quelles sont les conséquences sur les problématiques environnementales, sociales ou de gouvernance d'un assureur qui segmente ses produits et ses tarifs. Rapidement, quelques mots à propos de mon parcours personnel. J'ai eu une première carrière, je dirais, classique en banque comme ingénieur financier et en assurance comme actuaire, mais depuis plusieurs années, je me concentre exclusivement sur les questions de durabilité et de finances durables. J'ai notamment travaillé pour IOPA, qui est l'agence de supervision européenne des assureurs et des fonds de pension, en tant qu'expert en politique de finances durables. Et en parallèle de mes activités chez Deloitte, je préside le groupe de travail durabilité et risques climatiques à l'Association actuarielle européenne. Un rappel rapide, la finance dite durable vise à prendre en compte les implications à long terme des activités financières sur l'environnement, le climat bien sûr, mais aussi la nature ou la biodiversité, le social et la gouvernance. Et vraiment les relations dans les deux sens, c'est-à-dire d'une part pour l'entreprise, la matérialité dite financière, mais aussi pour ses parties prenantes, ses clients, ses fournisseurs et la société en général. On parle là d'impact externe. L'idée de la finance durable ou du développement durable en général est finalement assez simple et je crois de bon sens, c'est que les activités économiques ne se déploient pas dans le vide et sans limite, mais elles sont contraintes parce que la société tolère, en particulier en démocratie, et aussi parce que l'environnement naturel peut supporter. Cela, c'est la notion de limite planétaire dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Par exemple, s'il y a des limites en eau potable, il est inutile de développer des activités économiques qui ont besoin de plus d'eau que ce que, par exemple, les cours d'eau, les glaciers, etc., peuvent fournir. Ce dont je vais essayer de parler maintenant, c'est d'essayer de montrer que la segmentation en assurance est certes, bien sûr, une activité microéconomique, technique, actuarielle, mais pas seulement, qu'elle peut avoir aussi des conséquences importantes en termes E, environnement, S, social et G, gouvernance. Je vais faire ça au travers de quelques exemples rapides. Ces exemples, je les ai choisis dans le domaine de l'assurance, mais comme le rappelait Micheline, effectivement, un bon nombre d'entre nous travaillent également dans le secteur bancaire et on peut trouver des exemples tout à fait analogues liés à l'octroi de crédit, par exemple. Commençons par le E, l'environnement et les risques climatiques et leur potentielle exclusion. Pour qu'un risque soit assurable, il doit être modélisable. Ça s'applique aussi aux risques liés au changement climatique. Ces dernières années, on a eu des avancées importantes dans l'analyse des périls naturels, avancées dans les modèles utilisés, mais aussi surtout dans les données géographiques, avec les capteurs à distance, l'observation géosatellite, etc., qui permettent une vue de plus en plus granulaire des risques. Alors ici, j'ai inclus une carte qui représente le risque inondation pour une des banlieues de Los Angeles. Mais la plupart, enfin, en tout cas de nombreux pays aujourd'hui, ont des bases de données analogues pour les inondations, les incendies, etc., qui donnent une vue des risques extrêmement granulaire, rue par rue, voire maison par maison. Alors, cette vue très granulaire des risques, c'est une précondition de l'assurabilité, bien sûr, mais elle peut aussi mener à l'identification, à l'exclusion des assurés les plus exposés, des mauvais risques en fait, lors de la segmentation des tarifs. Et ce qu'on peut observer par rapport à certains risques climatiques, c'est un retrait graduel des assureurs qui cessent d'assurer certains quartiers ou qui demandent des tarifs extrêmement élevés, voire qui cessent d'assurer des régions entières. L'exemple le plus frappant, c'est sans doute aux États-Unis, où en Californie pour le risque incendie ou en Floride pour le risque lié aux ouragans, de nombreux assureurs, voire réassureurs, se sont retirés de ce marché. Peut-être intéressant de commenter rapidement la Californie, parce que là, on a un peu une sorte d'intersection de l'environnement donné, les risques, et de l'environnement réglementaire. Parce que la Californie a un régulateur relativement proactif
sur les sujets ESG. Les primes sont aussi encadrées et ne peuvent pas augmenter souvent très rapidement. Donc certains assureurs, face à l'impossibilité de faire payer ce qu'ils considèrent le juste prix actuariel à certains de leurs assurés, ont décidé de se retirer complètement de cet état. Second exemple, S, social, des tarifs, la segmentation peut aussi mener à des tarifs potentiellement discriminatoires. L'assurance, bien sûr, c'est une aide en général au développement économique et social, mais elle peut aussi renforcer les inégalités préexistantes selon qui a accès à l'assurance et à quel prix. Par exemple, une segmentation, une tarification basée sur la géolocalisation, disons pour l'assurance automobile, en fonction de la rue où vous habitez ou d'où vous conduisez, euh, peut, dans pas mal de cas, mener à des primes en fait plus élevées pour les quartiers défavorisés, dans lesquels statistiquement il y a peut-être plus d'accidents ou plus de dégradations. Alors, j'imagine qu'aucun assureur, aucun actuaire n'a jamais pris la décision suivante. Si l'assuré est pauvre, faisons-le payer plus cher, mais ça peut quand même être le résultat, donc renforçant les inégalités qui préexistent déjà. En face de ce problème, on a bien sûr une réponse réglementaire, hein, ça n'a pas échappé aux législateurs et aux superviseurs, qui encadrent dans certains cas, pour certains pays, pour certaines juridictions, pour certains contrats, les possibilités de segmenter et de discriminer. Dans l'Union européenne, par exemple, on a la tarification unisexe ou le droit à l'oubli pour les malades du cancer après un certain nombre d'années. Dernier exemple, G, gouvernance, et l'émergence de formes de boîtes noires décisionnelles. Comme on va d'ailleurs peut-être le voir dans certaines des présentations suivantes, la segmentation fine est de plus en plus souvent modélisée et automatisée à l'aide de systèmes d'intelligence artificielle, big data, deep learning, réseau de neurones, ce qui fait qu'on est vraiment très loin de modèles de causalité, hein, si alors, ou même de régression de modèles statistiques où on peut encore essayer de retrouver des notions de causalité de manière plus intuitive, comme une régression économétrique, dans certains cas en tout cas. Donc, face à un assuré qui va demander à son assureur, mais pourquoi est-ce que mon tarif a autant augmenté? On a le risque que la réponse, ça soit, bah, c'est ce que dit la machine. Mauvaise réponse, évidemment. La question, c'est qui a pris la décision d'augmenter le tarif et sur quelle base de risque? Donc, segmentation éventuellement fine éventuellement à l'aide d'intelligence artificielle, OK, mais il est nécessaire pour les assureurs et les actuaires, hein, qui sont au premier rang de ces problématiques, d'inclure des garde-fous éthiques, renforcer la gouvernance humaine, qui a pris la décision, ou du moins qui est responsable, qui a validé la proposition de l'algorithme, et d'essayer autant que possible d'augmenter la transparence de ces modèles d'intelligence artificielle. C'est tout le sous-domaine dit de l'intelligence artificielle explicable, où des chercheurs tentent d'interpréter ex post les résultats d'un réseau de neurones à l'aide de modèles plus simples dans lesquels on a une notion plus intuitive de causalité. Donc je crois qu'en tant qu'actuaire, nous sommes face à un dilemme qu'il ne faut pas ignorer, qui est qu'une tarification juste ou une segmentation juste du point de vue mathématique peut être tout à la fois injuste du point de vue ESG ou du point de vue social en général, si elle pénalise des risques subis mais non choisis. Je m'arrête là-dessus, des risques subis mais non choisis, ça paraît simple, ça ne l'est pas. Euh, dans les risques subis, on pense généralement au patrimoine génétique à la naissance. Est-ce que j'ai un deuxième chromosome X ou Y? Donc, suis-je biologiquement un homme ou une femme à la naissance? OK, ça, c'est pas choisi. Risque choisi, on pense fumeur, non fumeur. OK. Mais entre les deux, il y a toute une zone grise de nombreux risques qui sont en partie subis et en partie choisis. Disons par exemple l'obésité, qui va relever d'un mélange de facteurs génétiques, de facteurs socioculturels, qu'est-ce qu'on mange dans ma famille, dans mon milieu social, dans ma région, et de choix personnels. D'accord? Donc ce principe général que ne pas pénaliser des risques subis mais non choisis, de rester aveugle, comme l'allégorie de la justice avec le bandeau sur les yeux, disant oui, je connais ce risque de manière très fine, mais je ne vais pas exploiter totalement ma connaissance, en tout cas pas pour la tarification, pour le risk management de provisionnement sans doute, mais pas pour la tarification. C'est pas toujours simple à mettre en œuvre. Toutefois, je pense vraiment que préserver la mutualisation des risques pour l'assureur, c'est bien sûr un enjeu économique, hein. S'il fait fuir avec des augmentations de tarifs ou des exclusions les mauvais risques et que les bons risques, tu dis, oh, c'est peut-être plus très intéressant de m'assurer, je vais porter le risque moi-même, son modèle d'affaires s'effondre, bien sûr, mais c'est aussi une responsabilité sociale. En langage ESG, on parle de double matérialité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, certains d'entre vous sans doute.
Pour expliquer la double matérialité, on peut utiliser comme comparaison cette citation que je suis sûr vous avez tous entendue du président Kennedy au début des années 60. Ne demandez pas ce que vous pouvez faire pour votre pays, ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est la même chose. L'assureur, l'actuaire doit se poser la question non seulement, OK, quel est l'impact du climat ou de la situation sociale sur mes affaires, sur mon profit, mais aussi quel est l'impact de mes pratiques d'assurance, mes pratiques de tarification, à qui j'offre quel produit et à quel prix, quel est l'impact de ça sur la société en général et l'environnement. Et au-delà du risque actuariel immédiat, hein, considération technique à court terme, 1 an, comme la plupart des contrats à long-vie, l'assureur peut et à mon avis devrait aussi différencier ses conditions, notamment ses tarifs, pour inciter les assurés à des comportements plus responsables en pensant à son impact à long terme. En conclusion, si ce sont des sujets qui vous intéressent, et je l'espère, je vous recommande aussi un ouvrage qui date de 2016, donc avant les derniers développements en intelligence artificielle comme ChatGPT ou de modélisation des risques climatiques, mais qui reste d'une actualité formidable, qui s'appelle Weapons of Mass Destruction de Cathy O'Neill, et qui donne bien plus d'exemples, et pas seulement dans le domaine de l'assurance, mais aussi dans le domaine bancaire. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous conseille vraiment cet ouvrage. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. On se retrouvera peut-être plus tard lors de la séance de questions et je passerai maintenant la parole à Arthur. Hop, bah, merci beaucoup. Écoute, je vais essayer de partager mon écran. Le voilà. Donc oui, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir pour tous ceux qui sont en Europe et bonjour pour tous ceux qui, comme moi, sont en Amérique du Nord. Donc, pour me présenter rapidement, Arthur Charpentier, je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal. Comme mon accent va peut-être le trahir, je suis français. Alors, pour ma défense, j'ai quand même défendu mon doctorat en Belgique. Tout ça pour motiver le fait que je n'aurais pas forcément de perspective liée à un pays particulier, mais plutôt une réflexion sur les fondamentaux de la tarification. En tant que chercheur et professeur, ben, je suis l'auteur de plusieurs ouvrages académiques, les derniers en date étant un manuel d'assurance où on revenait justement sur les fondamentaux de l'assurance en général. On avait essayé de le faire international et on s'est rendu compte en fait que ce n'était pas si simple que ça, que malgré toutes nos bonnes intentions, il y a quand même des différences culturelles entre zones géographiques. Et plus récemment, donc, un ouvrage sur l'équité en assurance, qui est un sujet très proche des réflexions qu'on va avoir aujourd'hui et qu'on a déjà commencé à avoir. Je peux mentionner que l'Institut du Bachelier avait publié une version préliminaire en français et un peu moins technique de ce document sur les biais, les discriminations et l'équité en assurance. Et juste pour finir sur la bio, parce que je vais quand même essayer de faire court, je peux mentionner que je publie régulièrement une courte chronique tous les trimestres en français dans la revue Risque. Et j'ai l'impression que le fil rouge des articles que j'écris tous les trimestres, c'est de questionner les pratiques d'assurance avec mon regard peut-être un peu particulier dans cette communauté, qui est un regard de mathématicien et d'économiste. Et donc, je vais essayer de parler un petit peu aujourd'hui de ces questions de mutualisation, d'inclusion, de segmentation. Je vais essayer de donner un peu de contexte, si j'étais ambitieux, je dirais de hauteur. Et j'ai l'impression que les questions qu'on se pose sont finalement très proches de questions qu'on a vues arriver ou revenir récemment en économie sur la rationalité. Nous, on va se poser des questions de la rationalité de la segmentation. Il y a eu ce joli petit ouvrage qui est sorti l'an passé qui pose les questions de pourquoi est-ce que l'efficacité a remplacé l'égalité dans les politiques publiques américaines. Je pense que le mot égalité n'est pas forcément juste, mais c'est un vrai sujet de pourquoi est-ce qu'en économie, l'idée d'efficacité l'emporte sur la notion d'équité, qui est à mon avis le sujet fondamental qui se pose en fait dans la question quand on se pose la question de la tarification et de la segmentation. Tout à l'heure, Jérôme l'a même dit dans son exposé, bien sûr, il va falloir segmenter. Et la notion du bien sûr, je pense qu'il serait important qu'on la questionne un petit peu. Il paraît rationnel, effectivement, d'avoir ce qu'on appellerait dans un anglicisme l'actuarial fairness, qui est le prix juste actuariel. Il est effectivement rationnel, mais pourquoi est-ce qu'il serait juste? C'est toutes les questions qu'il faut qu'on se pose. Le contexte étant effectivement donc ces questions qu'on voit arriver en économie, qui ne sont pas de nouvelles non plus, parce que les questions d'aléa moral, d'antisélection, qui allaient dans le sens de la segmentation, sont des questions assez anciennes, et on les voit réapparaître aussi sur moi j'appelle ça l'apprentissage machine, parce que je n'aime pas le mot d'intelligence artificielle, mais c'est effectivement tous ces algorithmes qui sont souvent des boîtes noires et qui au final discriminent énormément. Donc on voit beaucoup
de questions et de débats ressurgir en informatique, où la tension est probablement un peu plus forte qu'en actuariat, puisqu'en actuariat, on a toujours eu cette double casquette mathématique économique qui nous donne une certaine légitimité, je trouve, pour se poser des questions à connotation sociale, alors qu'en informatique, je vois beaucoup d'ingénieurs qui n'osent pas s'approprier ce sujet et se poser des questions d'éthique en disant qu'ils ne sont pas légitimes. Et je pense que c'est faux. Il faut, en tant que technicien, qu'on s'approprie ces sujets et qu'on apporte une réponse éclairée, en particulier pour quand on fait face à des personnes qui n'ont pas les compétences techniques et qui ne comprennent pas forcément les enjeux autour des données et des algorithmes. La question de l'hétérogénéité, on va revenir là-dessus parce que c'est le cœur de la segmentation. Le point de départ étant, si on a une population qui est hétérogène, il faut segmenter. Et c'est ce point que je voudrais questionner. Est-ce que c'est juste de toujours segmenter? J'ai pris ici un petit exemple, probablement un peu tarte à la crème, mais qui, à mon avis, pose bien le problème qui est que le problème de la discrimination est ce qu'on appellerait en anglicisme un problème ill-posed. Il est mal posé et on n'arrivera jamais à le résoudre tant qu'on n'ira pas plus loin dans la formulation de ce qu'est la discrimination. Alors, ce n'était pas le mot qui était retenu pour le titre, on parlait de segmentation, mais je pense que c'est à peu près la même chose, en tout cas quand on l'enseigne, comme je peux le faire aux étudiants. Cette segmentation, sur quelle base est-ce qu'elle serait juste? Je vais revenir sur un exemple, effectivement, qui est ressorti dans les années 70, mais qui est un vieux sujet qui a au moins un siècle aux États-Unis. C'est l'histoire du redlining. Le redlining, c'est le fait que dans les années 1920-1930, on avait des établissements de crédit, mais aussi des assureurs qui avaient sur des cartes délimité des zones rouges dans lesquelles soit ils ne proposaient pas de crédit, soit ils proposaient des assurances à un prix plus élevé. Ce qui pouvait sembler légitime, en fait, en disant je fais face à un risque plus élevé, possiblement, comme on voit sur la deuxième carte, parce qu'il y a un indice de bâtiment insalubre qui est trop élevé. Donc, quand les bâtiments sont insalubres, ça peut être légitime, effectivement, de penser qu'il faille faire payer plus cher un crédit parce que le risque d'incendie ou l'assurance, parce que le risque d'incendie peut être plus élevé. Le problème, c'est que dans les années 70, dans tous les débats qu'il y a eu aux États-Unis sur les droits civiques, on voit, les sociologues ont noté qu'en fait, les régions dans lesquelles on était le plus souvent dans ces zones rouges, c'était aussi des zones dans lesquelles le taux de population noire était beaucoup plus élevé. Et donc, ils se sont insurgés en disant qu'en fait, c'était du racisme, ce qui pose la question est-ce qu'un racisme non intentionnel est du racisme, qui est un sujet compliqué. Mais voilà, est-ce que la discrimination était faite sur une base de couleur de peau des habitants ou sur la base du fait que les logements étaient insalubres? Et le problème, c'est que toutes ces variables sont malheureusement corrélées entre elles et c'est très dur de comprendre la part de chaque composante quand on veut parler de la légitimité au sens peut-être social de la tarification. Et donc, ça pose vraiment des questions très profondes, cette question d'hétérogénéité sur laquelle on pourrait discuter pendant des heures. Enfin, j'ai passé 500 pages dans un livre à essayer de répondre à ces questions. Là, je vais prendre un autre point de vue qui est la question de est-ce que c'est malgré tout pertinent, si jamais on reste dans ce cadre économique, de continuer à segmenter? Je ne vais pas revenir sur l'autre article que je mentionne, mais les questions sur l'IA et les problèmes de segmentation sont des vieux sujets aussi. Et en fait, l'article que j'avais écrit il y a 5 ans, j'ai l'impression reprenne le livre dont je parlais tout à l'heure en disant qu'en fait, l'IA n'est pas du tout une révolution. C'est jamais que la transcription basée sur le fait qu'on ait des données et des modèles de plus en plus efficaces justement ce problème d'efficacité. On est capable d'être plus efficace, donc faisons-le. Et ce raccourci un peu trop simpliste pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Donc, pour revenir sur cette histoire de la segmentation, je vais mettre une équation. Je suis désolé, j'ai promis que j'en mettrais pas trop. Mais avant de mettre cette équation, je tiens à rappeler le point important, et à mon avis qu'il ne faut jamais perdre de mémoire, c'est ce que c'est que l'assurance. L'assurance, j'ai mis une citation, je suis désolé, je la laisse toujours en anglais parce que la légende raconte que c'était la devise du Lloyd's à une époque, des Lloyd's, c'est le fait que l'assurance, c'est la contribution d'un grand nombre aux mésaventures d'un petit nombre. C'est fondamentalement un problème de mutualisation des risques. On met tout le monde ensemble pour payer les personnes qui n'auront pas de chance. Et il ne faut pas perdre cet aspect de vue. L'idée de la personnalisation à outrance des primes casse ce principe de solidarité. Alors pourquoi est-ce que la segmentation est pertinente? J'ai juste mis cette équation parce qu'en fait, dès qu'on fait effectivement la décomposition de la variance, on voit apparaître une composante qui est liée à l'imperfection des modèles. On voit que quand on essaie d'utiliser des proxys d'un facteur de risque sous-jacent, parce que le risque sous-jacent, on n'arrivera jamais à le capturer, alors on ratera quelque chose qui sera du risque potentiel en plus pour l'assureur. Donc l'assureur a toujours intérêt
à essayer de segmenter. Je pourrais vous faire une analyse à partir d'approches économiques, mais je trouve que cette approche, basée uniquement sur la question mathématique, pose un vrai souci, en tout cas semble légitimer cette segmentation, cette spirale de la segmentation. On a toujours intérêt à rajouter des variables pour réduire ce dernier terme qui est lié à cette imperfection de modèle. On ne pourra jamais être complètement parfait, donc il restera toujours une composante au milieu qui est le fait que on est face à des événements incertains. Je ne pourrais jamais prédire qui aura un accident, mais on peut affiner la probabilité d'avoir un accident et de l'utiliser pour un tarif. Maintenant, je ne suis pas certain que ce soit nécessaire, mais voilà. En tout cas, si jamais on part dans ce paradigme d'affiner les probabilités, on essaie de capturer on va capturer cette variable du milieu. Ce qu'on voudrait, c'est réduire la partie de droite. On avait fait un article il y a presque une dizaine d'années maintenant avec Michel Denuit et Romuald Dely sur la question des limites de la segmentation, et on avait l'impression qu'il y en avait. En faisant un petit exemple jouet qu'on montre ici sur un petit tableau, on avait créé une petite base de données sur laquelle on montrait qu'en fait, même l'assureur qui aurait une information parfaite, finalement, s'en sortirait pas si bien que ça, essentiellement parce qu'il aurait réussi à tarifer sur une niche, il n'aurait que cette niche, et donc il aurait un portefeuille beaucoup trop petit, qui aurait une variabilité naturelle beaucoup trop forte, et donc finalement le capital dont il aurait besoin serait trop important. Et donc en fait, la segmentation outrance nous semblait être limitée d'un point de vue économique. Alors, on avait l'impression qu'on était arrivé au bout des maths, et puis on s'est dit on va peut-être le tester. Alors pour le tester, on avait lancé ce qu'on avait appelé des pricing games, dans un joli anglicisme qui constitue à dire qu'on va faire des compétitions. On avait organisé ça à l'époque avec l'Institut des actuaires en France, puis après on avait eu d'autres soutiens d'associations actuarielles, où on avait fait 3 compétitions. Je vous ai remis ici des dessins pour ceux qui avaient participé à ces jeux, mais voilà, je donnais accès à des bases de données et je demandais à des joueurs de me donner des prix sur un même portefeuille, et j'essayais de regarder l'équilibre de marché qu'on obtenait en faisant ces compétitions. Et on avait eu des conclusions relativement intéressantes. En particulier, on voyait comment les algorithmes de machine learning performaient par rapport au modèle GLM. On voyait qu'effectivement, le machine learning arrivait à repérer des niches, ce que les GLM ne faisaient pas. Les GLM étaient au contraire beaucoup plus réguliers et proposaient des tarifs beaucoup plus lisses pour l'ensemble de la population. Mais pour faire simple, on avait vraiment de la mutualisation avec les GLM qui disparaissaient avec les modèles de machine learning. Il y a d'autres problèmes qui se posent avec le machine learning, mais on avait commencé à entrevoir un certain nombre de choses en faisant ces jeux. Donc avec un premier jeu statique, un deuxième où j'essayais d'introduire des notions d'observation, enfin de partage d'informations avec les autres joueurs. Donc qu'est-ce qui se passe quand on observe les prix d'un concurrent? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Où là, j'essayais juste de montrer qu'en fait, les gens ne croyaient pas leur modèle. Qu'un argument qu'il faudra que je développe un peu plus un jour, mais voilà, j'ai l'impression que les actuaires ne croient pas leur modèle, mais croient le marché. Si jamais ils s'aperçoivent qu'un client, leur modèle pense qu'il est bon, mais que le reste du marché le voit comme mauvais, ils auront généralement tendance à vouloir le penser comme mauvais. Donc on avait l'impression de voir ça dans un des jeux, mais je pense que les designs étaient mal faits et qu'il faudrait retravailler cette chose-là. Et plus récemment, on avait organisé une compétition en 2021, je pense que certains d'entre vous ont participé. On l'avait créé avec Imperial College. C'était une énorme compétition qu'on avait fait avec AI Crowd, où on avait eu une compétition sur 11 semaines. On a eu plus de 2000 participants et 10 000 modèles qui ont été soumis. Donc, on n'a pas eu que des actuaires. Essentiellement, on voulait toucher des gens qui pouvaient faire de la science des données, mais qui n'étaient pas actuaires. Tout simplement parce qu'une critique qui m'avait été faite à l'époque, c'est que les actuaires ne savent pas faire de machine learning. Donc, si leur modèle est mauvais, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas été bien formés pour ça. Donc, on a eu des gens, effectivement, d'autres communautés qui ont joué. Et on a réussi à faire un jeu. Alors, le problème de ces compétitions, c'est qu'il faut un gagnant. Donc, le fait qu'il faille un gagnant fait qu'il fallait une métrique. Alors, c'est un point sur lequel moi, je ne voulais pas aller. Les compétitions que je faisais avant, je disais juste aux gens, donnez-moi un prix. Et en fait, je pense que ça correspond davantage à ce qu'on a sur le marché, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les stratégies des différents acteurs. On ne sait pas. Il y a peut-être des assureurs qui sont prêts à perdre un peu d'argent parce qu'ils veulent se positionner sur un marché. Peut-être qu'ils veulent attirer certaines personnes. On ne connaît pas les stratégies individuelles. Donc, fixer une fonction objectif à tout le monde qui serait la même ne m'intéressait pas trop. Ici, comme on voulait beaucoup de joueurs, on a dû mettre un prix financier, donc on a dû mettre une métrique. Un des points importants, c'est qu'on ne voulait pas faire un jeu à la Kaggle. Kaggle, c'est bien, mais ce n'est pas de l'actuariat. Kaggle, c'est faire un bon modèle qui serait performant en termes d'accuracy. Mais comme je dis depuis le début, l'accuracy et la pertinence d'un modèle, ce n'est pas ça l'actuariat. L'actuariat, c'est d'avoir un modèle qui performe bien dans une compétition avec d'autres compétiteurs, d'avoir des assurés qui viennent et qu'on soit viable à long terme. Et donc, on mettait des feedbacks pour les joueurs. Donc, les joueurs qui participaient se retrouvaient en compétition, puis pouvaient mettre à jour leur prime. Et donc, on leur montrait comment leur modèle se positionnait sur tel ou tel segment. Et les joueurs pouvaient réajuster leur prime pour la partie suivante. Donc, ils avaient 11 semaines pour jouer et essayer d'améliorer leur modèle. Donc, on a pu faire plein de choses.
Et en particulier, je vais revenir très rapidement, je vois que le temps passe vite, mais on avait essayé d'analyser un petit peu les résultats de tous ces milliers de modèles qui ont été proposés. Notre première critique était que les modèles de machine learning sont a priori mauvais. Alors ça, c'est un point qu'on essaye de discuter depuis quelques années avec Michel Denuit, c'est que les modèles de machine learning sont souvent mal calibrés. La calibration, c'est un problème essentiel en actuariat, on n'en parle pas assez, essentiellement parce que ça n'intéresse pas les gens en computer science, en informatique. La calibration, c'est l'équation qui est donnée ici. C'est le fait qu'en moyenne, ce que ça va nous coûter, conditionnellement à la prime qui est proposée, doit correspondre à ce que ça coûte. Et donc, ça veut dire que le modèle va être bien calibré. Beaucoup de modèles de machine learning ne vérifient pas cette propriété. Localement, ils peuvent être mal calibrés. C'est-à-dire que le prix que je vais proposer, les personnes qui vont payer 100 € de prime d'assurance, ils ne vont pas me coûter 100 €. Et donc, j'ai besoin de faire des ajustements. Donc, c'est un peu plus compliqué de travailler sur des modèles de machine learning. Et l'autre gros problème, c'est la variabilité. On a mis ici des petits schémas pour montrer un peu ce qui se passe. Quand on fait un GLM, les mots GLM, il y a le L de linéaire, c'est très continu, c'est très simple. Quand on commence à mettre des variables catégorielles, ça casse la linéarité, mais ça reste raisonnable. Et quand on fait du machine learning, quand on met des random forest, ça nous donne des prix qui sont très erratiques. Et ça, c'est un vrai problème. Quand on voit que deux personnes très très proches commencent à payer des primes très différentes, c'est qu'il y a un souci. Donc, on a un problème fondamental avec le machine learning et on montre que ça va plus loin. On a vu sur nos milliers de modèles qui ont été proposés sur cette compétition qu'effectivement, les prix de machine learning sont beaucoup plus étalés, ce qui veut dire que les bons risques payent moins cher que ce qu'ils paieraient avec un GLM, ce qui peut sembler bien, mais ça veut dire que les mauvais risques peuvent payer très très cher. Donc, on se retrouve face à un risque d'exclusion qui est pas simple à régler si on commence à avoir des algorithmes de machine learning. Globalement, les modèles étaient relativement bien calibrés sur notre compétition, mais on a quand même un gros problème avec le machine learning. L'autre point, c'est la corrélation entre les prix. Le gros problème du machine learning, c'est la courbe, c'est les courbes qu'on observe ici. Les modèles de machine learning, finalement, sont généralement peu cohérents entre eux. Un algorithme de machine learning peut vous dire que vous êtes un bon risque et un autre vous dit que vous êtes un mauvais risque sur la même base, ce qui est un tout petit peu gênant. On espérait qu'on avait ce facteur sous-jacent θ qu'on essayerait de capturer. On supposait que les gens avaient un risque fondamental. Ce qu'on voit, c'est que les algorithmes de machine learning ne coïncident pas sur ces choses-là. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur les graphes, mais c'est ce qu'on a observé sur nos jeux. On a très peu de consensus, en particulier sur les mauvais risques. Les bons risques, on arrive à peu près à avoir un consensus, mais les mauvais, on ne sait pas. Et ce qui est assez logique, en fait. On ne sait pas si quelqu'un a eu un accident parce que c'est la faute à pas de chance ou si c'est parce que c'est un mauvais risque. Donc, il y a un vrai problème sur les mauvais risques et on a du mal à avoir des consensus de modèles, même si les modèles GLM, généralement, étaient plus consensuels, mais c'est lié à la forme de ces modèles. Et ce qu'on a pu observer, c'est que les modèles de GLM, en fait, se retrouvent à être relativement chers sur les bons risques, donc les risques de primes relativement faibles, et relativement peu chers sur les risques élevés, ce qui fait qu'en fait, c'est eux qui vont payer pour les hauts risques. Donc les gens qui voudraient faire des GLM risquent de se retrouver pénalisés quand on commence à les mettre en compétition avec des gens qui savent vraiment faire du machine learning. Donc le machine learning pose un vrai souci dans la tarification de l'assurance, c'est que même si vous ne voulez pas l'utiliser et que vos compétiteurs le font, ça risque de poser des soucis si on part du fait que les agents vont chez l'assureur le moins cher. C'est une question qu'il faudrait qu'on soulève un jour sérieusement. Il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher, c'est ce qu'a montré toutes les études sur les bonus-malus en particulier. Les gens sont prêts à payer une prime un peu plus élevée, les bons risques sont plafonnés pour pouvoir payer des surprimes que ne paieraient pas les plus jeunes. Il y avait une mutualisation intergénérationnelle qui existait avec le bonus-malus en assurance auto. Est-ce que ce n'est pas la même chose sur d'autres risques? Est-ce qu'en tant que bon risque, je ne suis pas prêt à payer un peu plus cher pour que ma compagnie d'assurance soit encore en vie? Il y a beaucoup de questions, en tout cas, qui restent en suspens. Je vais m'arrêter ici, puis laisser un peu de place pour les autres interlocuteurs, et puis laisser de la place pour la discussion plus tard. Floriane, je te passe la parole. Merci Arthur. Alors, bonsoir et bonjour à tous. Alors, je vais essayer de présenter, j'espère que vous allez voir ma présentation. Si ce n'est pas le cas, faites-moi signe. Je me présente, Floriane Pian, je suis actuaire française. Mon expérience professionnelle en 2 mots, j'ai commencé il y a maintenant quelques années, au départ au sein de banques assureurs et j'ai poursuivi dans le secteur de la réassurance depuis plus de 15 ans maintenant. J'évolue dans le domaine de l'assurance de personnes et plus particulièrement en prévoyance individuelle. Je souhaitais pour ce soir donner une orientation appliquée à ma présentation suite aux présentations de Jérôme et d'Arthur
Pour illustrer le thème de la mutualisation, de l'inclusion et de la segmentation, c'est-à-dire que je vous propose qu'on explore ensemble le cas du marché de l'assurance emprunteur immobilier en France, sous contrainte de pression concurrentielle et donc tarifaire et des évolutions réglementaires. Alors, pour ce faire, j'ai prévu un petit slide très simpliste et je m'excuse auprès des connaisseurs de ce marché complexe pour la simplicité de la présentation. En assurance emprunteur en France, elle n'est pas obligatoire, mais elle est plus souvent exigée par les établissements bancaires lors de l'octroi de crédit. Elle offre une sécurité en couvrant les risques de remboursement en cas de décès, d'incapacité ou d'invalidité de l'emprunteur. Historiquement et jusqu'au début des années 2000, le marché était presque exclusivement tenu par des établissements bancaires. Ce marché reposait donc sur des contrats collectifs avec forte mutualisation. Le tarif était quasiment unique pour tous les emprunteurs, quelles que soient leurs caractéristiques personnelles ou celles de leur crédit. Le marché grossissant, il a attiré les convoitises de nouveaux intervenants. On a vu émerger les assureurs alternatifs et un nombre de ces acteurs alternatifs qui s'est renforcé au fur et à mesure des années. Plusieurs raisons, peut-être qu'on peut en citer quelques-unes. L'arrivée de Solva 2 avec l'émergence d'un besoin de diversification pour les monoliners, un environnement passé de taux bas qui a contribué à booster le marché de l'immobilier et donc de faire grossir le gâteau de l'assurance emprunteur par la même occasion, et quelques lois qui ont essayé de contribuer à la libéralisation du secteur. D'autres intervenants, les courtiers en assurance, les courtiers en crédit, et enfin, les comparateurs de tarifs qui aident les consommateurs à se repérer. Qui dit concurrence accrue, dit segmentation, ce qui a permis dans le secteur de diminuer les tarifs pour les profils, bien évidemment, les moins risqués et à augmenter ceux-ci pour les profils les plus risqués. Alors, en matière de segmentation, les plus agiles et les mieux armés sont donc les assureurs alternatifs qui fixent les tarifs en intégrant davantage d'informations sur les caractéristiques personnelles de l'emprunteur. En plus de l'âge et de l'état de santé de l'emprunteur, on peut trouver le statut fumeur-non-fumeur, c'est du basique, la catégorie socio-professionnelle, également des conditions d'exercice de la profession, parfois son lieu de résidence géographique et d'autres critères encore, excepté le sexe de l'emprunteur du fait de la gender directive précédemment mentionnée par Jérôme. Le jeu des segmentations s'affine donc au fur et à mesure sur la base des études d'expérience de chacun des acteurs, toujours animés par la recherche de tarifs plus concurrentiels pour attirer les meilleurs profils de risque. L'assuré paye davantage le risque individuel qu'il représente. Sans surprise, les tarifs les plus attractifs sont donc proposés à une partie des emprunteurs, les plus jeunes, catégories socio-professionnelles favorisées ou les non-fumeurs. Et les écarts tarifaires peuvent être assez conséquents. Alors, je voulais juste arriver à un petit état de la situation en relevant les trois protagonistes du marché. C'est un état avant une évolution réglementaire qui s'appelle la loi Lemoine. Et on fera le même état après l'intervention des pouvoirs publics. Alors, pour nos établissements bancaires, ils dominent le marché, bien évidemment. Là, j'ai mis un exemple sur le marché de l'assurance immobilier, parce qu'on va se concentrer sur l'assurance immobilier par la suite. Donc, ils dominent à 80% le marché de l'assurance immobilier. Pourquoi? C'est assez simple. C'est une logique commerciale qui les place en première position dans la relation avec l'emprunteur, étant à l'origine de l'octroi des crédits. Alors, ça leur confère un avantage concurrentiel important, même dans un environnement de pression tarifaire concurrentielle. Mais dans le même temps, ils se doivent de proposer en tout cas un contrat universel. L'activité principale de la banque reste le crédit. Donc, il est nécessaire d'offrir une couverture à l'ensemble des clients bancaires. Pour ça, pour eux, il est aussi nécessaire de maintenir un niveau de mutualisation suffisant pour offrir cette couverture. Le défi auquel ils ont à faire face, c'est bien la disparition des meilleurs risques qui iraient chez les assureurs alternatifs,
puisqu'on leur propose des tarifs plus faibles du fait de la segmentation. Et face à la disparition de ces meilleurs risques, cela pourrait déséquilibrer leur portefeuille. Donc, les réactions qui ont eu lieu, c'est l'abandon de la segmentation totale. Donc, à minima, maintenant, les établissements bancaires segmentent par âge ou tranche d'âge et par état de santé de l'emprunteur. Et la plupart ont développé leur propre contrat alternatif également. Pour les contrats alternatifs, eh ben, ils évoluent sur une part de marché plus restreinte. C'est exactement la présentation, une partie de la présentation d'Arthur précédemment. Une part de marché beaucoup plus restreinte malgré différentes évolutions réglementaires pour favoriser la concurrence. On a observé une augmentation du nombre des acteurs sur ce marché, donc une concurrence accrue sur les portefeuilles moins volumineux associée à une segmentation de plus en plus forte, une baisse des marges sur les meilleurs profils. Et le défi à ce stade pour eux, c'est bien de maîtriser la volatilité de la sinistralité et d'avoir un volume de portefeuille suffisant. Leur souhait, c'est de libéraliser encore plus le marché et de rendre l'emprunteur moins captif des réseaux bancaires. Et puis pour notre emprunteur, eh bien, pour les meilleurs profils, la situation s'est plutôt améliorée ces dernières années au travers de la segmentation et des baisses considérables de tarifs. Et pour d'autres, le coût de l'assurance devient important pour notamment les plus fragiles en termes d'âge ou d'état de santé. Il faut savoir qu'au niveau de l'état de santé, il peut y avoir des surprimes demandées à l'emprunteur ou alors des exclusions de certaines pathologies ou une impossibilité de couvrir le risque. Alors, ça, c'est la base établie. Et puis, en 2022, sur notre marché emprunteur, est arrivée une loi qu'on va appeler loi Lemoine pour simplifier, et on est rentré dans une nouvelle ère. Cette loi fait suite à différentes évolutions réglementaires pour favoriser la concurrence, et ses objectifs sont multiples. Ils sont annoncés, c'est une libéralisation du marché de l'assurance emprunteur, d'augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs en leur redonnant des gains estimés très importants. Et c'est pour ça, depuis le 1er septembre 2022, il est possible de résilier à tout moment et de changer à tout moment d'assurance emprunteur pour aller vers un contrat alternatif plus adapté au profil de risque de chacun et moins cher. Le but, toujours de baisser le coût de l'assurance de prêt en faisant jouer la concurrence pour redonner du pouvoir d'achat aux assurés. Mais cette loi, elle comportait un autre volet qui n'avait pas été anticipé sur le marché, puisqu'elle souhaite également améliorer l'inclusion des personnes les plus fragiles en réduisant les freins à leur assurabilité. Alors, ça se traduit notamment avec deux points. Le premier, c'est l'élargissement du droit à l'oubli. Et puis le deuxième, c'est celui sur lequel on va s'attarder un petit peu plus, c'est la suppression du questionnaire médical. Le questionnaire médical, c'est la sélection médicale pour les assurances de prêts immobiliers de moins de 200 000 € de capital assuré, avec un terme de couverture avant les 60 ans de l'assuré. Petit rappel, le prêt à l'habitat moyen, j'ai revérifié dernièrement, est de 199 000 €. Donc, avec le jeu des quotités, le capital moyen assuré est donc bien en dessous des 200 000 €. Je parle de moyenne et non pas de médiane pour signifier que cette partie de la loi s'applique à une part importante du marché. Alors, on peut continuer notre évolution. Un petit rappel de la finalité de la sélection médicale, c'est de connaître le risque souscrit et de le tarifer au juste prix. Cette mesure est donc inclusive. Elle facilite l'accès au crédit et à l'assurance pour les personnes ayant un état de santé fragile. Je rappelle qu'il est interdit de recueillir ou d'utiliser une quelconque information relative à l'état de santé du client. Donc, cela offre des possibilités d'arbitrage pour l'assuré ayant un état de santé aggravé. Alors, ce sont des impacts plus ou moins mesurables, que ce soit à la souscription, donc du contrat d'assurance au moment de l'octroi du prêt, avec un pilotage soit sur les quotités, soit sur le montant de prêt assuré retenu, pour passer juste en dessous
des 200 000 euros. Donc, dans ce cadre-là, ils n'auraient plus le droit ou ils n'auraient plus de surprimes liées à leur état de santé, ni d'exclusion de garantie. Et puis, du fait de la première partie de la loi Lemoine qui veut libéraliser le marché, en cours de contrat, il y a aussi la possibilité d'arbitrage pour un assuré ayant été supprimé ou alors avec des exclusions de garantie. Dès lors que le capital assuré passe en dessous, parce qu'on est en emprunteur, donc le capital restant dû assuré passe en dessous des 200 000 euros, ils ont la possibilité de changer de contrat, d'être mieux couverts, puisque plus d'exclusion, plus de surprimes, et donc pour moins cher. Une contrainte supplémentaire pour les porteurs de risque, le tarif est garanti sur la durée du prêt. Donc, c'est des engagements à long terme. La loi Lemoine nous fait donc entrer dans le marché de l'assurance emprunteur dans une nouvelle ère, en fait, aussi bien pour les actuaires, au niveau de l'estimation du risque, le profil de risque du portefeuille peut se déformer en fonction du flux de transfert des assurés en état de risque aggravé, santé aggravée, pardon, que au regard de la stratégie choisie par chacun des acteurs sur leur politique tarifaire, qui peut conduire à modifier leur part de marché par rapport à la part de marché qu'ils avaient avant la loi Lemoine. Donc, je vous propose qu'on reprenne nos trois protagonistes et voir les impacts potentiels de cette loi. Alors, pour les contrats emprunteurs des établissements bancaires, ils sont bien évidemment conscients d'une sursinistralité qui va nécessairement arriver. Par contre, grâce à leur surface de mutualisation qui est importante, ils peuvent atténuer cette sursinistralité et le diluer sur la communauté des emprunteurs. Ils ont donc la capacité d'attendre et d'observer avant d'agir. Ils ont aussi une latitude un peu plus importante sur leur marge pour ajuster les tarifs par rapport aux assureurs alternatifs. Et puis, ils peuvent revoir le partage de valeur avec le distributeur. À ce jour, il n'y a pas eu de hausse des prix clients avérés sur les établissements bancaires. Les alternatifs, maintenant, eh bien, ils sont exposés plus fortement à l'impact de l'antisélection. Il y a une moindre surface de mutualisation qui a pour conséquence un impact plus important sur l'équilibre technique des portefeuilles. Donc, mécaniquement, il va y avoir une hausse des prix pour pallier à cette sursinistralité. Un point important, c'est que la concurrence est toujours de mise sur les bons profils de risque qui sont en dehors de ce cadre sans sélection médicale. Donc, pour les capitaux assurés plus élevés, il y a toujours une compétition qui est là, qui est présente et qui ne permet pas en fait une mutualisation entre les segments avec sélection médicale et les segments sans sélection médicale pour être compétitif, pour rester compétitif sur chacun des segments. Alors, certains vont trouver des axes de segmentation pour pallier à l'absence de sélection médicale sur le plan comportemental. Au final, le surcoût moyen observé sur le marché des assureurs alternatifs est de 20 à 25%, avec des variations extrêmement fortes selon les acteurs. C'est aussi, il y a une différence entre le positionnement tarifaire et ce que les actuaires ont aussi anticipé comme déviation du risque. Donc, du coup, l'écart tarifaire sur ce segment-là, en tout cas, entre les acteurs des établissements bancaires et des assureurs alternatifs, tend à se resserrer. Pour l'emprunteur, eh bien, la loi a fait progresser l'inclusion. Ce sont vraiment des réelles avancées, puisque ça offre des nouvelles possibilités aux personnes en risque de santé aggravé pour accéder donc à l'assurance et donc au crédit et donc à la propriété. Par contre, cela a pénalisé les emprunteurs les plus jeunes ou en bonne santé sur la partie du segment sans sélection médicale, puisqu'on augmente les tarifs moyens pour tous pour compenser l'inclusion des personnes inassurables ou avec des risques de santé importants. La loi Lemoine, en fait, nous fait changer le paradigme en termes de segmentation et d'inclusion. Et que ça soit chez les établissements bancaires ou chez les assureurs alternatifs, je peux vous assurer que les actuaires
qui travaillent sur ce marché ont largement été mises à contribution pour réfléchir à tous ces aspects. On n'est qu'au début de l'arrivée de cette loi. Le marché va s'adapter progressivement en fonction des retours d'expérience, mais aussi en fonction des besoins de compétitivité de chacun. Voilà, je voulais m'attarder sur un dernier petit slide avant de vous laisser la parole, sur la sémantique de la loi, parce qu'en fait, c'est un petit raccourci de l'appeler la loi Lemoine. Elle s'intitule au final « Loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur ». En fait, les pouvoirs publics avaient déjà bien identifié les approches distinctes entre segmentation et inclusion. Si on regarde le double sens qu'on peut trouver derrière accès plus juste, alors je suis allée chercher dans le dictionnaire, je me suis dit pour un colloque francophone, c'était pas mal. On peut retenir la définition d'un accès plus juste dans le cadre plus justement et plus précisément possible, donc des tarifs ajustés au profil de chacun, ça fait référence à la segmentation, que l'on retrouve bien sûr sur la partie avec sélection médicale. Ou alors, on peut entendre la définition plus juste qui se comporte, qui agit conformément à la justice, à l'équité. Et là, ça nous fait penser à l'assurance accessible à tous les profils, donc à l'inclusion et de fait à la mutualisation, que l'on retrouve bien sur la partie de la loi qui supprime la sélection médicale. Voilà, je conclus sur ce petit jeu de sémantique et je vous remercie de votre attention. Voilà, je laisse la parole à Xavier. Oui, merci Floriane. Je vais partager mon écran. Voilà, merci pour cette très intéressante présentation. Donc, moi, je vais peut-être d'une certaine manière prendre un peu le contre-pied de certains éléments qu'on a mentionnés, enfin, quoique il y avait quand même une certaine, je dirais, un certain point de vue intermédiaire dans les présentations précédentes. Et je vais poser un peu la question suivante. Est-ce que la mutualisation est inévitable pour certains risques? Alors évidemment, la mutualisation, c'est un principe fondamental de l'assurance, hein, donc on pourrait dire qu'elle est en effet inévitable pour toute garantie ou toute couverture d'assurance. Mais la question, c'est finalement si on met en compétition, mutualisation et segmentation, la question, c'est est-ce que certains risques sont non segmentables d'une certaine manière. Donc moi, je me présente rapidement. Je m'appelle Xavier Maréchal. Je fais partie de l'Institut des actuaires en Belgique et aussi de l'Institut luxembourgeois des actuaires. J'ai 3 masters. Je suis ingénieur civil. J'ai un master en actuariat et aussi un master en gestion. Et je suis le CEO de Reacfin, qui est une société de conseil basée à Louvain-la-Neuve en Belgique, active en actuariat, en finance quantitative et en data science. Mon background est plutôt en assurance non-vie et santé, hein. J'ai un petit dada pour le pricing non-vie, et en particulier pour l'utilisation de modèles de machine learning pour affiner le pricing. Mais ce n'est pas vraiment de ça que je compte vous parler aujourd'hui, justement plutôt d'éléments plus liés à la mutualisation. Et puis, sur un plan plus personnel, j'ai 3 enfants. J'ai toujours fait du sport et ces dernières années plutôt du VTT. Et je suis impliqué dans pas mal d'associations. En particulier, je suis président de l'association des alumni actuaires de l'université de Louvain. Voilà, alors, j'ai parlé tout à l'heure dans l'introduction de principes fondamentaux de l'assurance, hein. Je pense que vous les connaissez tous, donc je ne vais pas passer trop de temps sur ce slide-ci. Il y a évidemment la mutualisation dont on a parlé et qui va être évidemment assez bien liée à la taille des portefeuilles d'assurance des compagnies et à la loi des grands nombres, hein. Si vous vous rappelez de vos cours d'actuariat, il y a l'inversion du cycle de production qui va avoir un impact sur la tarification et les modèles qui doivent être utilisés pour calculer les primes, mais aussi sur le provisionnement et puis la diversification qui va créer un intérêt pour les assureurs d'assurer des risques qui sont différents et idéalement indépendants pour
diminuer son risque global. Évidemment, ici, aujourd'hui, on s'intéresse plus à la mutualisation. Et donc, la question, finalement, qui est un peu celle que j'ai voulu poser au début, c'est est-ce qu'on peut segmenter tous les risques? Clairement, hein, comme on l'a dit dans des exposés précédents, tout ce qui est risque de masse, et en tout cas les garanties, je dirais, classiques des risques de masse, tels que la RC Auto ou l'assurance incendie, etc., on peut évidemment les segmenter pour affiner, je dirais, la prime qu'on calcule et la rendre cohérente avec les risques sous-jacents et donc les caractéristiques des assurés, par exemple. Par contre, pour certaines couvertures, hein, éventuellement dans ces produits, assurance auto, incendie, etc., ça semble plus compliqué de segmenter la couverture, étant donné que les risques ont un caractère plus incertain. Hein, si on prend l'exemple du terrorisme, hein, par exemple, c'est sans doute plus difficile de trouver des variables de segmentation pertinentes qui permettraient de lier la fréquence ou le coût d'actes terroristes à des caractéristiques des assurés qu'on veut couvrir. C'est un peu la même chose pour la tempête, hein, en tout cas sur la partie géographique. Évidemment, c'est plus difficile d'identifier les zones qui ont plus de risques d'être touchées par les tempêtes, contrairement par exemple aux inondations où là les zones sont plus facilement identifiables. Et donc, évidemment, pour certains de ces risques, la question se pose, est-ce que c'est une bonne idée de vouloir essayer de segmenter, donc de vouloir trouver des variables qui sont pertinentes, hein, ou des caractéristiques du risque qui sont pertinentes pour segmenter la prime liée à ces couvertures. On a aussi la situation où pour certains risques, on peut potentiellement segmenter, mais il y a une certaine mutualisation qui est organisée par l'État. Par exemple, en Belgique, on a une loi catastrophe naturelle depuis un certain nombre d'années qui oblige tous les assureurs habitation, hein, donc qui offrent une couverture d'assurance habitation, à inclure dans cette couverture une couverture pour les catastrophes naturelles. Ici, les catastrophes naturelles qui doivent être incluses sont listées. Donc, ça veut dire évidemment qu'on a l'impression que ça peut diminuer le risque d'exclusion. Hein, donc, on ne peut pas offrir une couverture habitation sans une couverture catastrophe naturelle. Mais pour les assureurs qui voudraient segmenter, ça peut quand même conduire, selon moi, à un gap d'assurance quand les couvertures ou la partie de la prime qui va couvrir les catastrophes naturelles va peut-être augmenter par rapport à d'autres couvertures. Les assureurs vont peut-être en effet réfléchir à deux fois avant de proposer complètement une assurance incendie qui devrait couvrir ces couvertures catastrophes naturelles. Okay, donc, il pourrait y avoir évidemment un risque d'exclusion, malgré qu'au départ, on a l'impression que ça a justement créé une plus grande mutualisation des risques. Et donc, il y a évidemment, comme Jérôme l'a expliqué, une réponse sociale et potentiellement politique, évidemment, à apporter à ce genre de questionnement. Ça, c'est quelque chose que vous savez aussi, hein, par nature, l'activité d'une compagnie d'assurance est volatile, hein, et donc c'est parce qu'on mutualise les risques, parce qu'on prend, je dirais, les bénéfices de la loi des grands nombres, qu'on peut réduire cette volatilité. Hein. Dans la petite animation ici, hein, où on a un risque assez bête, où l'assureur va payer 0 dans 50% des cas et 1000 dans 50% des cas, plus on augmente le nombre d'assurés, plus la volatilité, la dispersion de ma distribution du coût moyen à charge de l'assureur va s'approcher de la moyenne théorique qui est ici 500. Okay, donc, mettre des risques ensemble, évidemment, l'objectif principal, c'est de réduire la volatilité du résultat d'un assureur. Mais évidemment, pour des risques avec une fréquence faible et un coût potentiellement très élevé, hein, nouveau, typiquement les catastrophes naturelles, ce principe de mutualisation a un peu mis à rude épreuve, hein, et en particulier les hypothèses sous-jacentes à la loi des grands nombres
ne sont plus nécessairement vérifiés, hein, parce que les risques ne sont pas nécessairement indépendants entre eux. Évidemment, quand on a une tempête ou une inondation, le risque pour les différents assurés dans le portefeuille de la compagnie d'assurance ne sont plus indépendants. Bon, heureusement, comme vous le savez, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de lisser l'impact de ces événements extrêmes, à la fois du côté des provisions, avec la provision d'égalisation et catastrophe, hein, qui est utile évidemment pour certains risques avec une fréquence faible et un coût potentiellement très élevé. Hein. Si on prend par exemple le risque nucléaire, évidemment, si l'assureur devait, parce qu'il n'a pas de sinistre pendant une année, prendre 100% de sa prime dans son compte de résultat, forcément, après quelques années, s'il y a un sinistre, il n'aura plus assez de réserve que pour faire face à ce sinistre. Et donc, ce système de provision d'égalisation permet de lisser d'une certaine manière le résultat sur un certain nombre d'années pour les risques avec une fréquence faible et un coût potentiellement très élevé. Évidemment, tout ça est encadré. Il n'y a pas d'équivalent Solvency 2. Mais c'est un mécanisme assez intéressant. L'autre mécanisme qui est mieux connu, évidemment, c'est l'assurance, hein, qui permet finalement, selon moi, d'amener la mutualisation à un autre niveau, hein, donc d'élargir le nombre de risques assurés, hein, pour mieux bénéficier de la loi des grands nombres et aussi de bénéficier d'un autre principe fondamental de l'assurance, comme je l'ai introduit au départ, qui est la diversification, hein, donc de mettre ensemble des risques qui sont potentiellement indépendants de par leur nature ou de par exemple, leur localisation géographique. Mais évidemment, vous savez que la réassurance, ça permet du coup de lisser cette volatilité du résultat d'un assureur, mais ça transfère une partie du profit de l'assureur vers le rassureur. Et donc, la question, outre ces mécanismes qu'on a mentionnés ici, la question finalement, c'est comment renforcer la mutualisation. Je pense qu'un des éléments qui permettrait de renforcer la mutualisation, c'est de renforcer des partenariats publics-privés, donc entre les assureurs et les réassureurs privés et l'État, par exemple, ou des organismes publics. Donc, par exemple, ce qu'on a pu observer en Belgique avec la loi CatNat que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est que, en sorte de contrepartie du fait que la couverture CatNat devait être incluse dans tous les produits d'assurance habitation, la contrepartie que les assureurs ont obtenue d'une certaine manière, c'est que il y avait un plafond un plafond d'indemnisation annuel qui était égal à 45% du montant des primes. Évidemment, pour ceux qui connaissent un peu la situation en Belgique, en 2021, on a eu de très fortes inondations qui ont touché le sud de la Belgique, donc la Wallonie, avec un sinistre d'environ 2,4 milliards d'euros, qui était largement plus important que le plafond de 45% qui correspondait environ à 400 millions d'euros. Et donc, il a fallu trouver une solution parce que les assureurs étaient redevables normalement jusqu'à ce plafond d'environ 400 millions d'euros, pardon, alors que le coût réel était beaucoup plus élevé. Et donc, il y avait un gap d'assurance, comme on l'a mentionné précédemment. Donc, la solution qui a été trouvée un peu en urgence, c'est que les assureurs ont payé évidemment leur part, mais ont aussi payé le montant complémentaire des sinistres, hein, qui était normalement à charge de la région, hein, et de ce qu'on appelle en Wallonie le fonds des calamités. Et ils ont fait un prêt sur une certaine durée à taux zéro à la région wallonne pour pouvoir financer ce gap d'assurance. Mais évidemment, la question s'est posée, mais quid si un nouvel événement de ce type arrive? Et donc, il a fallu trouver une solution plus long terme. Malheureusement, il n'y a pas vraiment eu d'accord entre le secteur public et le secteur privé. Il y a une réponse politique qui a imposé un plafond plus grand que ce qu'il était précédemment, hein, donc presque à 200% des primes contre 45% précédemment, mais sans nécessairement encore
proposer de solutions pour l'excès. Hein. Donc, si on a un sinistre de plus d'1,6 milliard, on ne sait pas encore très bien ce qui pourrait se passer. Évidemment, d'un point de vue de l'assureur, ben, ces changements ont un impact sur les besoins en réassurance, hein, donc un besoin de plus grande capacité de réassurance, hein, et des questions sur la disponibilité de cette capacité, et aussi évidemment sur le coût des couvertures. Donc ça, c'est pour la partie réassurance, mais pour la partie prime d'assurance, évidemment, si les assureurs doivent couvrir un montant potentiellement plus grand, les primes d'assurance vont aussi augmenter. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais il y a d'autres systèmes en Belgique, par exemple le pool terrorisme ou le bureau de tarification, qui permettent d'une certaine manière d'avoir une réponse, je dirais, légale à un besoin de mutualisation plus important. Voilà, alors ça reste d'une manière ou d'une autre hein, quand même financé essentiellement par les assureurs. Hein, donc, par exemple, le bureau de tarification pour les risques qui ne trouveraient pas à s'assurer en responsabilité civile auto parce que les assureurs les refuseraient ou parce qu'ils proposeraient des prix trop élevés, peuvent s'adresser à ce bureau de tarification, mais in fine, c'est quand même les assureurs privés qui financent ce pool d'une certaine manière en fonction de leur part de marché. Et donc, pour conclure rapidement, je pense personnellement qu'un renforcement des partenariats entre des institutions publiques et des institutions privées, donc typiquement les assureurs et les réassureurs, va être indispensable et sans doute de plus en plus indispensable avec les défis qui sont liés à la complexification de certains risques ou l'évolution de certains risques. Hein, on pense aux risques climatiques évidemment. Et donc, voilà, je pense que c'est indispensable. Et je crois que les actuaires ont un rôle assez crucial dans cette dynamique pour trouver justement un équilibre global pour le système. Voilà, je laisse la parole à l'orateur suivant et je serai content de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Là, on t'entend, Carl. Bonjour à Bon. tous, êtes-vous en mesure de m'entendre? On t'entend et on voit la présentation, c'est parfait. Bon, ben, c'est excellent. Bonjour à tous, Carl Lucier, je viens du Canada et pour faire suite à mes collègues et pour clore les présentations qui ont lieu dans ce cadre de ce colloque-là, aujourd'hui, ce que je vais commencer à discuter va être beaucoup plus au niveau de qu'est-ce qui se passe au Canada suite à la mutualisation et à l'inclusion. Okay. Et je ne prendrai pas seulement des exemples au niveau de l'assurance, mais bien aussi d'aller voir un peu qu'est-ce que la perspective de l'équité COVID. Qu'est-ce que les différentes juridictions canadiennes ont fait en termes d'assurance? Quels sont les changements législatifs en cours? Et tout ça dans un but de dire, ben, écoutez, pourquoi est-ce que l'Institut canadien des actuaires est allé établir une note de pratique comme document de référence? Et qu'est-ce que cette note de pratique-là couvre? Okay. Donc, on va faire suite avec ça. Et en prenant COVID comme premier exemple pour dire qu'est-ce que l'équité? Okay. À l'écran, ce que vous pouvez voir est une carte de Toronto avec le nombre de cas par millier de COVID selon une période où c'est qu'on venait juste d'obtenir les premières doses de vaccin. Pour se rappeler, c'est quand même il y a plus de 2 ans et dans certains cas, ça fait une éternité car, je veux dire, on a dit, écoute, tout le monde, désormais, ça fait partie du quotidien de COVID et des vaccins. Et donc, mais à l'époque, si on se remet en question, si on se rapporte plus loin, COVID, il n'y avait pas beaucoup de vaccins qui circulaient. C'était vraiment la dose au compte-gouttes que ça commençait à rentrer dans certaines... Et la question de comment est-ce qu'on doit distribuer ces vaccins-là était une question d'équité envers les différentes populations. Initialement, et je dis bien initialement, le gouvernement de l'Ontario, une des provinces canadiennes, avait décidé de dire, écoutez, on va distribuer les vaccins au prorata de la population, car c'était la définition la plus équitable, qui permettait à tous d'aller, de dire, écoutez, on avait le même risque.
en soi. Okay? Cependant, ce qui est arrivé, et comme vous pouvez le voir à l'écran, le taux de risque qui était associé avec aller chercher d'avoir des sujets à la maladie du COVID n'était pas proportionnel en fonction de la juridiction ou de la géographie dans laquelle on était présent. Moi, c'est que j'ai un coin de la carte au nord-ouest qui avait une beaucoup plus forte incidence de taux du COVID. Et donc, on a dit, mais pourquoi? Et qu'est-ce qu'on doit faire afin de mitiger cela? Et d'une définition de l'équité qui était au prorata de la population, on est passé d'une définition en moins de 6 semaines qui est au prorata du risque qui est associé avec un événement qui était d'attraper la maladie du COVID. Okay. Et ça, c'est très important parce que, je veux dire, et quoique 6 semaines soit très court comme laps de temps permettant de changer de définition, ça nous amène à dire que quelle est l'équité et l'équité, quel est le concept associé avec l'équité. Et l'équité n'étant pas un concept seulement actuariel, mais étant un concept aussi très social et qui va varier dans le temps. Okay? Il n'est pas vrai que la définition de l'équité que l'on avait dans les années 70, telle que Arthur l'a démontré avec les principes du redlining, ou même dans les années 40, est la même que celle qu'on retrouve dans les années 2020. Et donc, c'est une définition qui va varier dans le temps. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est que ça nous amène comme actuaire à dire, maintenant que ça varie, quelle est la définition sur laquelle on se doit de se mesurer? En termes, et pour parler de qu'est-ce qui se passe en termes réglementaires et législatifs, eh bien, en termes d'équité en assurance, on a toujours un certain principe aussi que c'est l'équité soit procédurale, c'est-à-dire vous avez le droit d'utiliser, et je vais principalement parler d'assurance automobile ici et non pas d'assurance, mais comme habitation, mais comme Floriane l'a démontré, il y avait également un aspect dans l'assurance emprunteur. Okay? Voici que c'est procédural et en disant, vous avez le droit d'utiliser les variables suivantes. Vous avez le droit d'utiliser les approches suivantes afin de déterminer votre segmentation et votre niveau de tarification. Okay? Et on s'en va de plus en plus vers une équité qui vise non pas un plafond sur les résultats, mais bien une compréhension des résultats et de dire est-ce qu'on se doit de mitiger ces résultats-là. Si je pense à l'Alberta, l'Alberta est probablement l'Alberta et l'Ontario sont des juridictions où c'est que les taux d'assurance automobile sont très fortement réglementés. Ce sont des approbations préliminaires. En Ontario, on s'en va désormais vers un environnement où c'est que c'est beaucoup plus flexible, mais on n'est pas encore totalement dans un environnement très flexible. Okay. Mais si on prend l'Alberta, c'était une approche mixte qui a été déterminée comme étant correcte. Où est-ce qu'on dit, mais voici l'équité procédurale que vous devez avoir comme actuaire dans l'établissement de vos tarifications. Et on va également vous mettre une contrainte qui est de dire, vous ne pouvez pas charger plus cher aux assurés qu'un certain plafond. Plafond établi en fonction de certains critères, dont le nombre d'accidents que l'assuré avait eu. Et la période selon en ancien de ces accidents-là. En Ontario, on avait également une équité très procédurale jusqu'à tout récemment, qui était inclue dans la réglementation 664. Okay. Cette équité-là était de dire, vous n'avez pas le droit d'utiliser les listes de critères suivants. La liste de critères suivants étant quand même, somme toute, très longue, okay. Elle mettait un cadre aux actuaires dans l'établissement de leur processus de tarification. L'Ontario, sous l'autorité des services financiers, est désormais en train de passer d'un cadre très prescriptif, un cadre moins prescriptif, avec une certaine twist que je vais appeler. On a désormais une ligne directrice dans le cadre de gestion des risques opérationnels, disant quel est le risque que vous avez envers les billets non voulus dans votre modèle. Okay. Et ça, c'est important parce que présentement, quoique on se doit de déterminer, mais voici les présentations des taux que l'on veut obtenir, le régulateur nous demande désormais de présenter également est-ce que vos modèles sont équitables? Okay.
Il n'y a eu aucune définition de ce qui était équitable qui a été déterminée. Mais sauf qu'il le laisse aux assureurs de dire, est-ce que vos modèles sont équitables? Et êtes-vous donc en mesure de prouver que vous n'aurez pas de biais involontaires à l'intérieur de vos modèles? Et donc, d'essayer de renforcer cet aspect de mutualisation-là qui est à la base de l'assurance. Quelques autres petits points au terme du gouvernement fédéral, okay, et qui est quand même avec une très forte importance sur les deux derniers. Le gouvernement fédéral, dans les 2 dernières années, a établi une procédure au niveau de l'intelligence artificielle et de toute la modélisation prédictive, okay? Non pas en voulant restreindre l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais bien en voulant dire de déterminer une définition de quelle est la définition des résultats biaisés, et ça de façon involontaire. Okay? Et étant donné cette définition-là, ils ne disent pas au groupe de travail de peu importe le domaine d'application, d'utiliser ou de corriger, mais ils disent bien, vous devez en être conscient. Et donc, vous devez vous établir une certaine ligne directrice. Le superintendant des institutions financières a cependant été beaucoup plus loin en disant, non seulement il y a désormais une ligne directrice dans le projet de loi C-27 que je viens de mentionner, mais je veux également que vous devez, dans le secteur bancaire, appliquer dans votre cadre de gestion du risque de vos modèles, de connaître, avez-vous un biais involontaire à l'intérieur de vos modèles qui ferait en sorte que certaines poches de la population seraient désavantagées, et principalement dans le cadre des populations qui sont sous protection de la Charte canadienne des droits et libertés. On s'attend à ce que l'application qui est présentement faite au niveau du secteur bancaire se transfère au niveau du secteur de l'assurance dans les prochains mois. Et on parle d'une question de mois, on ne parle pas d'une question d'années ici. Le superintendant est très actif à ce niveau-là. Et donc, ça nous a amené à l'Institut canadien des actuaires à établir une certaine note de pratique, à savoir qu'est-ce que l'actuaire se doit de connaître et qu'est-ce que l'actuaire se doit de savoir dans le but d'être au parfum de ces notions-là. Comme vous l'avez vu avec mes collègues, les actuaires, on commence à utiliser beaucoup d'apprentissage machine qui peuvent mener à des biais de façon involontaire et qui pourraient causer un tort à certains groupes d'assurés. Okay. Est-ce qu'on se doit également de connaître quels sont le data qui va permettre de modéliser ça, dans le but de dire est-ce qu'on est capable d'établir un processus de mitigation à l'intérieur de nos travaux qui ferait en sorte que ces biais-là ne seraient beaucoup moins graves. Okay. L'objectif de la note de pratique que l'on a eue était simplement de dire, écoutez, on se doit d'encourager tous les actuaires et toutes les autres parties à prendre en considération ce qui a trait aux divers biais et au concept d'équité, sans savoir nécessairement quel est le concept d'équité qu'on se doit d'appliquer comme actuaire, parce que c'est un concept qui va varier et selon la juridiction et dans le temps, mais d'être capable de dire, on se doit de prendre en considération qu'est-ce qui doit et d'aller de l'avant avec ces concepts-là. Okay. Peu importe ce que l'actuaire estime comme modèle étant applicable ou sujet à ces règlements-là. Et donc, pour conclure, ce que je voulais amener au groupe est un peu, en sorte, le rôle de l'actuaire à l'intérieur de ces notions-là. Étant donné qu'on est capable de dire le biais social, il y a plusieurs approches pour le mesurer, telles que Arthur, Jérôme et même Florian ont eu une mention de. L'équité est un concept qui est dynamique et qui est social, et donc qui s'approche de la zone politique. Okay. Quel est le rôle de l'actuaire à l'intérieur de ce travail-là? Eh bien, notre rôle en tant que profession devient plus de dire quels sont les impacts de changer d'une définition à l'autre de façon quantitative et quels sont dans la mesure du possible, d'être capable d'identifier est-ce qu'il va y avoir des conséquences négatives sur certains des groupes dans lesquels on essaie de protéger. Okay. L'actuaire, de par lui-même, ne sera pas celui qui va dire quel est le principe d'équité à appliquer, mais en fonction d'un principe d'équité,
sera en mesure de dire quel est le biais que le modèle pourrait introduire et donc être indésirable à l'intérieur des travaux. Et sur ce, je vais clore ma présentation parce que je crois qu'il nous reste seulement 10 minutes pour les questions. Donc, Christophe. Merci beaucoup, Karl. Merci beaucoup à tous les intervenants pour les excellentes présentations. On peut aussi dépasser un peu les 19h30 s'il y a beaucoup de questions. On en a déjà reçu beaucoup, mais n'hésitez pas à en poser plus pour la table ronde. Euh, D'un point de vue technique aussi, on a eu des questions concernant les présentations et le replay. Tout sera disponible sur le site web de l'Institut des actuaires. Donc, on vous enverra un email, il y aura le lien et vous aurez accès justement aux présentations et au replay. Et j'aimerais débuter avec une première question. Donc, Jérôme avait mentionné les risques subis mais non choisis. Xavier avait parlé justement du fonds NatCat, mais je me posais justement la question, la segmentation est parfois nécessaire pour éviter ou séparer les risques subis mais choisis. Un exemple serait par exemple les fumeurs, c'est un choix de fumer. Peut-être un exemple à plus moyen terme, c'est si on se trouve dans une région dangereuse où la montée des eaux, et on sait que la montée des eaux arrivera et on sait que ça aura un impact sur son immobilier. La question est comment est-ce qu'on peut accompagner justement ces personnes qui font face à ces risques subis et choisis pour éviter de l'antisélection à long terme. Et peut-être, je ne sais pas si de ce point de vue-là, Xavier, tu peux donner un peu plus d'informations s'il y a des mesures qui sont prises par le fonds NatCat en Belgique pour justement réduire le risque et motiver les assurés à changer. Ben, oui, donc comme j'ai rapidement expliqué, donc il y a premièrement cette obligation des assureurs de fournir une couverture CatNat pour toute leur couverture incendie. Et il y a en effet une sorte de sensibilisation, bon, pour l'instant qui n'est pas réglementaire, mais quand même, je pense, avec des textes de l'EIOPA, etc., pour sensibiliser les assureurs au gap d'assurance. Et je pense qu'avec tous les critères ESG, comme Jérôme l'a expliqué, je pense que les assureurs, d'un point de vue, comment dire, de notoriété, vont devoir trouver justement le juste milieu entre la sélection des risques et la rentabilité et leur rôle social. Voilà, il n'y a pas, à ma connaissance, encore de prescription réglementaire ou d'obligation particulière, si ce n'est celle de proposer une couverture CatNat avec un contrat habitation. Mais voilà, je pense que tout ça va évoluer dans le futur. Et ça me permet justement de faire le lien avec une question qui était plus, je dirais, pour Jérôme, mais qui est liée à celle-ci. C'est quel est le rôle justement d'un point de vue ESG des gouvernements, des régulateurs pour trouver ce bon équilibre entre mutualisation des risques et une liberté d'entreprendre. Je pense qu'il y a deux questions extrêmement difficiles qu'il faut trancher, ou du moins qu'il faut essayer d'expliciter. La première, c'était aussi la question précédente, c'est les risques subis ou choisis. La majorité des risques, à mon avis, sont un peu des deux. Par exemple, quelqu'un qui va aller habiter dans une zone inondable, ça peut être subi parce qu'il n'y a que là qu'il a trouvé à se loger à prix correct, ou ça peut être choisi parce qu'il ou elle voulait une maison individuelle, un jardin, etc. Et il n'y a que là qu'il a trouvé un prix qui correspondait à ses critères désirés plutôt que de base, en fait. La deuxième, donc, essayer de définir les risques subis ou choisis, essayer aussi de définir quels sont les produits d'assurance qui sont vraiment nécessaires pour participer à la vie en collectivité. Hein, je sais pas, une assurance maladie de base, par exemple, et quels sont les produits. Donc, sur cela, où effectivement, il serait, à mon avis, il est important que le régulateur, le législateur pose des limites aux pratiques économiques et à la concurrence et à la segmentation. Et puis les produits qui seraient des assurances, qui seraient des produits de luxe, remplacer mes skis s'ils sont cassés, ce genre de choses. Et ce débat, il n'est pas vraiment tranché, il est parfois même pas complètement explicite, et il dépend des sensibilités culturelles des différents pays. Vous pensez à l'assurance maladie.
entre, disons, je ne sais pas moi, le Royaume-Uni et les États-Unis, il y a des modèles complètement différents. Est-ce que tout le monde est couvert par un système public ou est-ce qu'il y a des exclusions et des segmentations qui peuvent être encore très fortes? Donc, je crains que ma réponse ne soit pas vraiment une réponse, mais plutôt ouvrir le débat, essayer d'expliciter subi, choisi et assurance de base ou assurance de luxe, je dirais. Très bien, et on voit donc en France, par exemple, que l'emprunteur n'est pas une assurance de luxe, c'est vraiment un besoin et une demande des banques. Et par rapport à ça, nous avons une question. À propos de l'assurance d'essai, j'ai été surpris de voir que les banques en France l'exigent, même en cas d'investissement locatif, alors que la caisse d'épargne allemande prend seulement une hypothèque. On crée ici un problème pour les personnes présumées à risque. Donc, je pense que c'est une question pour toi, Floriane. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus Oui, alors j'ai d'avis là-dessus? précisé que l'assurance n'était pas obligatoire, hein. Par contre, si on regarde les synthèses, les analyses de l'ACPR, l'ACPR c'est l'organe de supervision français des banques et de l'assurance, en 2022, on voit que le nombre de prêts immobiliers qui ne sont pas couverts par une assurance évolue entre 5 et 8%. Donc, ce sont des prêts pour lesquels les banques ont accepté de prendre une autre garantie, hein, ça peut être un nantissement. Je parle d'assurance du risque d'essai. Et effectivement, je pense que parmi ces quelques pourcentages qui ne sont pas de prêts qui ne sont pas assurés, il y a une surreprésentation des prêts locatifs. Mais c'est pour vous montrer un ordre d'idée. Je ne connais pas le marché allemand, un ordre d'idée sur le marché français euh, du taux d'assurance sur les contrats de prêt à l'habitat. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question, ou beaucoup de questions qui se lient en fait pour Arthur. Et c'est lié par rapport à ce que tu as dit, par rapport au machine learning. Donc, il semble, d'après vous, que le machine learning ne soit pas un bon modèle, mais qu'il perturbe le marché. Quelle est la solution, d'après vous, pour éviter ce problème? Et j'en ai reçu beaucoup de similaires de questions, donc il faut Oui, je l'ai prendre vu du temps. aussi. Elle est compliquée. Après, j'ai pas envie de donner de réponse parce que je suis très mauvais pour donner des réponses. Je suis prof. Mon métier, c'est dès qu'on me pose une question, c'est d'en poser deux. Mais j'avoue que je n'ai pas de réponse intelligente. C'est juste des constatations qu'on peut faire. C'est qu'effectivement, et moi, je l'ai vu parce qu'on a organisé des formations, on a fait des compétitions, des jeux. Et oui, quand on fait un algorithme de machine learning, il est capable de proposer une prime quasiment nulle sur un tout petit segment de population, tout simplement parce que le risque était très très faible. Et effectivement, alors, normalement, la validation croisée, ça permet d'éviter ce genre de soucis, mais quand on a peu de données, on peut arriver à des cas où effectivement la prime proposée est quasiment nulle, parce qu'on pense le risque très très faible sur les données dont on dispose. Donc, j'ai l'impression que le gros problème du machine learning, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir proposer des primes très très faibles qui n'ont pas de sens d'un point de vue économique, en fait. Hein, c'est cette déconnexion complète qui consiste à dire, bah, je vais essayer de trouver le meilleur modèle prédictif. Pourquoi pas, mais je trouve que ça marche pas. Je pense pas que je vois pas comment on peut réguler, hormis en demandant de l'explicabilité. Hein, donc ça, c'est une réponse un peu facile. En fait, elle est à la fois facile et compliquée parce que, en fait, j'ai l'impression que beaucoup de choses, beaucoup d'approches en lien avec ces questions de segmentation, de mutualisation et d'équité sont liées à l'histoire qu'on fait raconter au modèle. C'est ce qu'on observait quand on disait je vais mettre le genre parce que je peux expliquer effectivement que les femmes conduisent moins que leurs conjoints. On essaye d'inventer une histoire, puis au final, on se rend compte que bah, l'histoire, des fois, elle est un peu bancale. Et quand on commence à disposer des données comportementales, on arrive à capturer des vrais effets. Donc voilà le métier des actuaires. Moi, on avait écrit plusieurs articles là-dessus sur le fait qu'on a l'impression que l'actuaire a une espèce de neutralité parce qu'il travaille avec des données. Et c'est complètement faux. L'actuaire se raconte une histoire quand il crée un modèle, peut se donner l'illusion d'être équitable et d'être juste, mais c'est pas vrai. Mais l'interprétabilité, c'est un gros sujet sur lequel, effectivement, je pense que si on arrive à mieux avancer sur ce sujet, on y verra déjà plus clair et peut-être qu'on on fera pas de boîte noire. Après, l'autre problème se pose quand on commence à avoir non là au Québec et au Canada, c'est l'utilisation, par exemple, du score de crédit, qui est lui-même un résultat d'une boîte noire qu'on exploite dans nos modèles de tarification.
Tout à l'heure, ça avait été évoqué un tout petit peu par Jérôme. C'est aux États-Unis, effectivement, en Californie, par exemple, on ne peut pas utiliser les modèles CAT pour faire de la tarification. Ce qui n'est pas complètement stupide quand on y réfléchit. Si jamais on ne sait pas comment le modèle prévoit les incendies futurs, pourquoi est-ce qu'on pourrait les intégrer? Donc, alors, dans le cas de la Californie, c'est un problème de données de modèles propriétaires qui est une boîte noire à cause de ça. Mais voilà, les boîtes noires qui donnent un output qui est ensuite utilisé dans un modèle, ça biaise complètement le jeu. Donc, il faut faire vraiment attention et c'est un sujet compliqué. Et donc une deuxième question un peu liée à ça, ça c'est un choix catégorique, c'est entre les modèles linéaires et les modèles machine learning, lesquels facilitent l'inclusion? Oh, bah, les modèles GLM, par définition, créent beaucoup plus de mutualisation. Après, ce qu'on voit, enfin, je ne vais pas vendre le papier. Le papier va sortir très bientôt hein, sur le pricing game qu'on avait fait avec Imperial College, mais les modèles gamme sont les meilleurs modèles de loin. C'est ce qu'on avait observé aussi sur des pricing games. Les gammes, c'est quand on commence à faire des modèles linéaires, mais en autorisant des non-linéarités, en autorisant des effets croisés, mais qu'on contrôle relativement bien. Et ces modèles-là battent souvent les modèles de machine learning. Donc, ça ne sert à rien d'aller faire un réseau de neurones qu'on ne comprend pas. Mieux vaut faire des modèles économétriques dans lesquels on intègre des non-linéarités et dans lesquels on peut rajouter des effets d'interaction entre variables. Donc on peut faire des très bons modèles qui performent aussi bien que du boosting, que des réseaux que des réseaux de neurones, avec des modèles qu'on maîtrise. Donc je ne m'en fais pas trop. Enfin, je m'en fais pas trop. Le bon sens dirait qu'il n'y a pas à s'en faire. Après, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand un acteur arrive et fait n'importe quoi. Je pense que ça, on n'est pas libre enfin, on aura toujours ce problème-là. Mais en fait, les premières questions, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était qu'est-ce qui se passe le jour où Google arrive sur le marché de l'assurance, qui m'a été posé dans tous les pays. Et effectivement, quand on a des modèles qui sont très différents des modèles actuariels, on peut avoir des prix très, très différents. Mais je ne pense pas que ça favorise les exclusions. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur les consensus, le fait que les mauvais risques et on est beaucoup moins de consensus, fait que ça fait généralement moins d'exclusion, essentiellement parce qu'on n'est pas deux modèles vont pas être d'accord sur qui est un mauvais risque, et il y aura toujours un modèle qui va le trouver pas si mauvais. Donc ce qu'on a vu sur nos expériences, c'est que le risque d'exclusion était relativement faible, mais voilà, c'est possible malgré tout qu'il se passe des choses très bizarres et potentiellement dangereuses. Merci beaucoup. Et ça me permet de suivre sur une question un peu polémique. Pour moi, on pourrait dire qu'un data scientist travaille avec un ordinateur pour interpréter des données. On pourrait dire qu'un actuaire utilise des données et un ordinateur pour interpréter des données. Donc, quelles sont les grandes différences entre un actuaire et un data scientist? Est-ce que ce n'est pas justement la note dont tu mentionnais, Karl, ou d'autres outils que les actuaires ont, que les data scientists n'ont pas? C'est une excellente question. Il y a plusieurs façons d'apprendre. Je dirais la différence entre les deux. Et quand on dit data scientist, on va dire professionnel de l'analytique non actuaire, qui pourrait être beaucoup plus relié à un certain code de déontologie. Christophe, c'est-à-dire, quel est l'ensemble des règles comme professionnels que l'on va suivre qui nous permettent de mettre notre devoir envers le public comme étant le numéro un. Okay? Et je crois que c'est ça qui fait vraiment la différence entre les deux, de dire, est-ce qu'on a un devoir envers le public qui va prévaloir sur la segmentation absolue et abusive qu'on pourrait faire? Mais je crois que cette réponse-là, c'est oui. Pour faire retour à ce que Arthur disait, pour établir notre devoir envers le public, on se doit d'être capable de dire, ben, quelle est l'interaction de notre modèle sur ces ensembles de poches que le public va avoir. Okay? Les zones de data qui vont être représentées. Et donc, est-ce que ces individus-là seront, comment j'appelle ça, armed, auront un effet inattendu qui va à l'encontre de leur bien? Okay? Et ça, c'est où est-ce que le rôle de l'actuaire devient très important, d'être capable d'identifier cet aspect-là pour dire que d'un point de vue de politique publique, on se doit d'être capable de l'expliquer et de le contrer, ou au moins d'être capable de dire est-ce qu'on a pris des actions mitigantes permettant d'aller à l'avant de la question. Okay? Mais de ne pas se poser la question ne serait pas correct.
Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'il est l'heure lentement de clôturer cette première soirée. Et j'aimerais le Christophe, est-ce faire que tu avec, peux me laisser juste 30 secondes pour oui, présenter quelque chose au nom de l'Institut des actuaires de Belgique? Vraiment bien juste 30 sûr. secondes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je voulais juste mentionner qu'en 2024, en septembre 2024, avec l'Institut des actuaires de Belgique, on va organiser le premier colloque joint entre toutes les sections de l'Association actuarielle internationale. Donc, vous savez qu'il y a toute une série de sections, ASTIN, AFIR, PBSS, etc., qui représentent les différents métiers de l'actuaire. Et d'habitude, ces colloques pour chacune de ces sections sont organisés indépendamment. Et en 2024, à Bruxelles, ce sera la première fois que toutes les sections auront leur colloque au même endroit et au même moment. Et donc, voilà, je voulais juste en profiter pour inviter évidemment tous les participants qui sont là aujourd'hui à participer à ce colloque qui aura lieu du 22 au 26 septembre à Bruxelles. On a une landing page qui n'est pas encore tout à fait un site internet, www.joco2024.com. D'ici quelques semaines, ça sera un vrai site internet avec un call for papers, etc. pour les personnes qui voudraient aussi postuler comme speaker pour ce colloque. Voilà, je ne voulais pas prendre plus de temps, mais je voulais profiter de cette plateforme pour faire un petit peu de pub quand même. Parfait, merci beaucoup. Et c'est vraiment un événement très très bien lié à les sections sont très importantes dans la recherche technique. Et donc, si vous voulez en apprendre plus aussi sur les différentes soirées, allez sur le site de l'Institut. Ça continue jusqu'à vendredi sur des thèmes divers et variés. Et je voulais clôturer en fait cette soirée avec une citation qu'un de nos participants vient de nous écrire, qui résume bien notre soirée. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et sur ce, je vous invite à suivre les prochaines soirées. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé à cette soirée-là. Au revoir et bonne soirée.